Olive. Bienvenue sur Radio Olive, la radio des PSI1 confinés mais pas démoralisés. Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de mesurer la vitesse du son grâce à une bouteille dans laquelle on va souffler. Ça pourrait être une bouteille de vin, ici ça ne sera pas le cas. Et Firefox qui va nous permettre, grâce à son analyseur de spectre, d'analyser le son produit. Alors quelques mesures préalables. Pour cette bouteille, il va falloir mesurer la longueur du goulot, partie à peu près rectiligne, et puis aussi le diamètre, donc le rayon du goulot. Alors si on met le doigt dedans, on se rend compte que le rayon n'est pas tout à fait constant. Ça sera une des sources d'incertitude que l'on aura. Et puis il nous faudrait aussi avoir le rayon de la partie principale, qui est aussi cylindrique. Donc il suffit de faire deux marques et de remplir l'eau entre ces deux marques, de peser l'eau qui doit servir à remplir entre ces deux marques. Donc on aura en grammes la masse de cette eau, donc on enduit le volume. Un gramme c'est très très proche de 1 cm3. Et puis grâce à la formule pi grand R carré fois la différence entre les deux marques, la différence de longueur entre les deux marques, ben on aura accès à grand R, à une incertitude près. Voilà. Alors, pour souffler dedans, j'ai besoin de ma fidèle assistante, Groseille. Bonjour Groseille. Eh bien, nous allons commencer notre expérience avec une bouteille qui est remplie avec 18 cm d'eau. C'est parti, vous pouvez souffler. Oui, professeur. Je vous remercie Groseille. Merci Groseille. Et maintenant, avant d'exploiter les résultats, un tout petit peu de théorie. Alors, reprenons les paramètres géométriques de notre bouteille. Le goulot qui mesure 70 mm de long. Pour avoir accès au rayon, on a tout simplement, avec une règle, regardé quel était le diamètre intérieur, 2R, on en déduit le rayon qui est de 1 cm. Une valeur assez imprécise, comme on le verra plus tard. Comme j'ai déjà indiqué, pour avoir grand R, on a mesuré un certain volume d'eau versé sur une hauteur H, et on en a déduit par la formule V égale pi R carré H la valeur de R qui vaut 3,3 cm. Par la suite, ce qu'on va désigner comme étant H, ça sera la hauteur d'air dans la partie cylindrique. Alors, il existe une partie qui n'est pas cylindrique et c'est pas très grave puisqu'on ne va jamais mettre de l'eau, de manière à ce que l'eau déborde dans cette partie-là. Donc du coup, on verra que le volume V1 de cette partie, on aurait pu le déterminer, mais ce n'est pas nécessaire. Pour déterminer la fréquence de résonance lorsqu'on souffle dans le goulot de la bouteille, on va faire quelques hypothèses. La plus importante, c'est de supposer que la longueur de la bouteille est très petite devant la longueur d'onde à la fréquence de résonance que l'on va trouver donc. Alors si c'est le cas, on peut considérer que dans le goulot, le système sigma d'air, il est en translation puisque tous les points de l'air se déplacent à la même vitesse. On peut négliger les variations de vitesse sur une longueur qui est très petite devant le lambda, variation qui serait due à l'onde. De la même manière, l'air qui est en dessous, eh bien, on peut considérer qu'il a une pression P de T qui est uniforme et qui va varier puisque en descendant, par exemple, le système sigma va comprimer l'air qui se trouve coincé entre le goulot et l'eau. Donc on applique le principe fondamental à sigma.
La masse, c'est ρ0 fois le volume V0 qui vaut pi petit r carré fois h0. Donc, somme des forces égale ma. On a de ce côté-là le terme ma. Parmi les forces, il y a le poids. On verra que c'est complètement négligeable. Et puis, il y a les forces de pression. Alors, à l'extérieur, on a une pression P0. Et puis, on a rajouté une pression P1 cos oméga t. En effet, quand on souffle, ben, on génère tout un spectre de fréquences sonores. Et ici, on considère une seule de ces fréquences pour pouvoir déterminer la réponse à toute fréquence. Donc voilà, on a orienté l'axe Z vers le haut, donc le poids il est vers le bas, de même que la force de pression P0 plus P1 cos oméga t fois pi r carré, alors que l'air en dessous il pousse avec P fois pi r carré, donc ça nous fait une force vers le haut. À l'équilibre, grand P1 vaut 0, on n'a pas soufflé. Z est une constante qu'on prend égale à 0. On définit Z égale 0 quand la position en repos. Et du coup, la pression d'équilibre de l'air dans la bouteille, eh ben, c'est P0 plus ρ0 GH0. On retrouve la loi de la statique des fluides, avec un fluide qui est incompressible, qui serait le cas pour une toute petite hauteur d'air ici, H0. L'application numérique nous donne à la louche un ρ0 c'est dans les 1 kg par mètre cube, G dans les 10, H0 6 ou 7 cm. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du Pascal, très très petit devant P0. Par la suite, on pourra négliger le poids de sigma. Lorsqu'il y a mouvement, eh bien, donc on a vu que l'air dans la bouteille était comprimé ou détendu. Par exemple, lorsque le centre d'inertie de notre système sigma il est parti vers le haut et il est maintenant à une hauteur Z, ben ça veut dire que l'air dans la bouteille il a un volume qui a augmenté de pi petit r carré fois Z. Alors ce volume va être très très faible hein, dans l'approximation acoustique devant le volume de l'air dans la bouteille. Même si la bouteille était presque remplie, il restera encore le volume V1 dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, il reste à relier ces variations de volume aux variations de pression de l'air qui est dans la bouteille. Alors, on va faire l'hypothèse que cet air est un gaz parfait et puis qu'il subit une transformation adiabatique réversible, ce qu'on peut justifier. Alors, adiabatique, ben, si la fréquence des oscillations est suffisante, ce qu'il faudra vérifier, eh bien, à ce moment-là, la période d'oscillation est très petite devant le temps caractéristique des transferts thermiques, et on peut négliger ces transferts thermiques. La transformation est adiabatique. Après, la transformation, elle est très très petite, on reste très proche de l'équilibre, parce que dans l'approximation acoustique, hein, on sait que l'air il descend très très peu, donc vu qu'on reste au voisinage de l'équilibre, on peut faire une hypothèse de transformation réversible. Alors qui dit adiabatique réversible, dit c'est synonyme isentropique, une transformation isentropique de gaz parfait, elle obéit aux lois de Laplace, PV gamma égale constante. Avec ce terme-là, pi r carré z, qui est très petit devant ces termes-là, la somme de ces termes-là, on fait apparaître l'infiniment petit. Donc on divise par V1 plus pi r carré h, si bien que le terme V1 plus pi r carré h puissance gamma s'élimine. On remplace P équilibre par P0. On fait notre développement limité à l'ordre 1, qui nous donne la valeur de la pression dans l'air de la bouteille, égale à P0, 1 moins gamma pi r carré Z sur V1 plus pi grand R carré H. Voilà, donc cette pression elle va dépendre évidemment de Z, on l'a vu, des oscillations de notre système sigma, et puis de H qui correspond à la hauteur d'air qu'on a laissée dans la bouteille. Alors en reprenant le PFD dans lequel on a simplifié par pi r carré, on arrive à cette relation-là. Cette fois-ci on a introduit le terme de surpression qu'on a imposé en soufflant. S'il n'y avait pas ce terme de surpression, on reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique en divisant par H0 ρ0. Donc l'équation, ça serait tout simplement Z seconde plus oméga 0 carré Z égale à 0. Et on trouve la pulsation oméga 0. Le calcul nous montre qu'elle fait intervenir racine de gamma P0 sur ρ0, qu'on peut déjà reconnaître comme étant la célérité du son dans l'air. Si on ne le reconnaît pas cette forme-là, on remplace loi des gaz parfaits ρ0 par mp0 sur rt0 et on reconnaît C égale racine de gamma rt0 sur m. Voilà, donc du coup la fréquence f0 qui vaut oméga 0 sur 2pi, fréquence des oscillations propres,
eh bien elle s'exprime sous la forme suivante, CR sur 2, 1 sur racine de pi h0 V1 plus pi r carré h. Quand maintenant on va souffler, eh bien il y aura ce terme-là, et puis on reconnaît assez facilement, on pourrait passer en complexe, que lorsque oméga est égal à oméga 0, on aura un phénomène de résonance qui correspond bien à ce qu'on a pu observer. En manipulant cette relation qui nous donne la fréquence de résonance en fonction de h, la hauteur d'air dans la bouteille, on peut l'inverser et on voit que h est lié à f0 par une relation qui fait intervenir des paramètres géométriques, petit r et grand R, h0, v1, et puis la célérité du son que l'on cherche à déterminer. Alors comme très souvent en physique, c'est intéressant d'essayer de se ramener une équation de droite, et effectivement on voit que si on pose grand Y égale H et grand X égale 1 sur F0 carré, ben notre théorie qu'on vient de développer, qui s'appelle la théorie de l'oscillateur de Helmholtz, eh bien elle nous donne une loi dans laquelle Y en fonction de X, ça serait une relation affine. Dans cette relation, eh bien A, la pente, ça serait égal à C carré petit r carré sur 4pi carré H0 grand R carré. Donc si on mesure cette pente-là, ben on aura accès à C en inversant cette relation. À l'aide d'un programme Python, on va pouvoir exploiter ces résultats en faisant une régression linéaire. D'abord, il nous faut la liste LY des valeurs de H. Alors tout simplement, on a repéré la hauteur d'eau par rapport à la table, donc en mesurant avec la règle. Et puis on a repéré aussi la hauteur maximale dans la partie cylindrique, qui vaut 18,7 cm. Donc en retranchant à ces 18,7 cm la hauteur d'eau, on obtient la hauteur h d'air. Pour ce qui est des fréquences, on peut déjà commenter les valeurs trouvées. Elles sont comprises entre 330 et 140 Hz. Et elles correspondent à des valeurs suffisamment grandes pour qu'on puisse effectivement négliger les transferts thermiques. D'autre part, si on fait ça un petit peu à la louche, lambda c'est C sur F, avec C qui vaut 340. Donc on voit qu'on a des valeurs de longueur d'onde qui sont suffisamment grandes. C'est-à-dire comprises en gros entre 1 mètre et 3 mètres, pour que l'on puisse valider les approximations qui ont été faites, à savoir que la longueur de la bouteille est très petite devant la longueur d'onde. Voilà, on introduit aussi les paramètres géométriques qui sont ici. Alors comme il faut tracer H0 en fonction de 1 sur F0 carré, eh bien on applique la fonction 1 sur F0 carré à la liste Lx des fréquences F0, et puis on lance la régression linéaire. Alors cette régression linéaire nous fait apparaître des points qui sont quand même pas mal alignés, donc la théorie de l'oscillateur de Helmholtz semble bien fonctionner. Et surtout, elle nous fournit la valeur de la pente qui est ici. Donc cette valeur de pente va nous permettre d'en déduire la valeur de C. Alors la relation entre la pente et C, elle a été écrite ici. Et elle nous permet d'exhiber la vitesse du son expérimentale, qui est de 324 mètres par seconde, au lieu des 344 mètres par seconde prévus par la théorie racine de gamma RT sur M. Alors on peut s'interroger sur la différence entre ces deux valeurs, sachant que l'incertitude sur A a l'air faible, puisqu'elle est de 71 sur 3485. Alors en réalité, les incertitudes ne portent pas que sur A. Quand on applique notre formule de propagation d'incertitude pour trouver delta C sur C, on voit que ça fait intervenir aussi l'incertitude relative sur le rayon de la partie cylindrique de la bouteille, sur le rayon du goulot, la pente donc, et puis la valeur H0 qui est la hauteur du goulot. Alors celle qui domine clairement, c'est l'incertitude relative sur le rayon intérieur du goulot, parce qu'il est difficile à déterminer, et puis que R est faible, c'est de l'ordre d'un centimètre, et on se trompe facilement d'un millimètre. Ne serait-ce que parce que cette épaisseur n'a pas l'air, l'épaisseur de verre n'a pas l'air tout à fait constante. Pour le H0, on se trompe aussi facilement parce que c'est difficile de déterminer
où s'arrête la partie cylindrique et où commence l'élargissement de la bouteille à partir du goulot. Donc on a évalué à peu près 1/1 cm sur 7 cm. Du coup, on obtient delta C sur C 13% et une valeur expérimentale de C qui est 324 plus ou moins 42 mètres par seconde. Alors, par rapport aux autres méthodes qu'on a vues précédemment, là évidemment on est sur une incertitude qui est plus grande. Mais la valeur théorique est bien comprise dans notre intervalle de confiance. Fin de cette manip à tester chez vous. Merci encore Groseille et à bientôt. Olive.